Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, merci d'être présent dans notre salle aujourd'hui. Je vais commencer par nous présenter. En fait, nous, on est du Collab Innovation sociale et culture numérique. Donc, je suis Valérie Godin-Tremblay, je suis chercheuse et je suis avec mon collègue Jérémy Cloutier, qui est directeur entrepreneuriat et apprentissage numérique. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait notre initiative qui est un projet d'évaluation en fait de la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Petite présentation sommaire, en fait, là, on va parcourir un petit peu, on va se présenter d'abord la présentation du collab, on va regarder un petit peu le contexte, l'enjeu derrière ce projet-là, la méthode, comment on a procédé pour en venir à des outils, en fait, de mesure et de passer du portrait jusqu'à l'action, puis finalement une petite offre de service. Euh, Changer la slide. Donc, au niveau du collab, qui on est, en fait, nous, on est un centre de recherche et d'innovation sociale. On est situé à Alma, au Lac-Saint-Jean. Donc, on est affilié, en fait, au Collège d'Alma. Notre mission, c'est d'initier, expérimenter, accompagner des projets d'appropriation des technologies et l'esprit d'entreprendre de façon collaborative pour accroître les capacités, compétences numériques, personnes, entreprises, collectivités. Donc, une bien, bien belle mission, en fait, pour dire que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche appliquée. On est en mesure de produire des ressources éducatives numériques. On est en mesure également d'animer des co-designs collaboratifs. On va développer des parcours d'apprentissage. On va également faire de l'accompagnement à la transformation numérique. Donc, on fait vraiment un pont entre la recherche et le milieu terrain. On est une équipe, en fait, d'une quinzaine de personnes, en fait. Puis ici, vous avez une image pour présenter un peu plus de manière structurée. On a toute une équipe qui travaille le volet transformation numérique des PME. Puis un axe aussi au niveau du développement de la culture numérique, donc l'axe qui nous concerne, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on explore les méthodes, les pratiques pour développer les dimensions de la compétence numérique. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout au long de la vie. Donc, on s'inscrit vraiment au niveau en éducation, mais également tout au long de la vie pour ce développement de la culture numérique-là. On a des axes qui sont transversaux, donc qui concernent tous nos projets, donc au niveau des pratiques sociales novatrices, les compétences et les capacités dynamiques, donc comment ça va évoluer, tout ce qui concerne aussi l'éthique et le développement durable qui sont dans nos champs d'intérêt. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui nous a amené à développer ce projet-là? Maintenant que la petite présentation du collab est terminée, la slide, ça sera pas bien long. Au niveau du contexte, en fait, c'est un projet qui nous a été amené, en fait, qui travaille en collaboration avec le Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean-Est. Donc, ils sont arrivés avec un défi. On a un défi au niveau de l'évaluation de la citoyenneté numérique, qui est une dimension qui est au cœur du cadre de référence de la compétence numérique et qui est généralement sollicitée en lien avec toutes les autres dimensions également. Donc, on n'a pas d'outil d'évaluation qui est spécifique et structuré auquel on peut avoir accès. On a le cadre de référence qui nous la définit bien. On a évidemment la plateforme compétensesnumériques.ca, mais il n'y a pas l'accès précisément pour cette dimension-là. Donc, c'est une difficulté, en fait, d'opérationnalisation pour les centres de services scolaires. Donc, comment on peut aller plus loin au niveau de cette dimension-là? C'est le problème qui nous a été posé par le Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean. Donc, on a un manque de données pour orienter nos interventions. Donc, si on n'est pas, comment savoir qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas en mesure de le mesurer? Donc, notre réponse, en fait, ça a été de développer un premier outil d'évaluation terrain par rapport à cette dimension-là qui est adapté à la réalité des centres de services scolaires québécois, puis qui est vraiment applicable du deuxième cycle du primaire jusqu'à la formation générale des adultes, la formation professionnelle, et on inclut également le personnel scolaire à l'intérieur de ça. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, au niveau des partenaires impliqués, ben, il y a l'équipe de Collab, donc mon collègue Jérémy et moi, on a Lisa Marie. J'en profite en fait parce que c'était vraiment un travail. On va vous montrer la démarche tout à l'heure, mais assez de longue haleine là, de Lisa Marie Lapointe, qui est professionnelle de recherche au Collab, les gens du Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean-Est, M. Richard Tremblay et Jérôme Gagnon. On a également le récit national qui ont été consultés, donc Mme Annie Turbide, M. Laurent Boudreau et le ministère de l'Éducation avec Mme Émilie Rondeau
courtois. Donc, on s'est vraiment assuré dès le départ d'aller chercher de mettre des partenaires autour de la table pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins des centres de services scolaires, qu'on est en arrimage aussi avec le cadre québécois au niveau du ministère de l'Éducation. Rapidement, là, je vais le passer, mais la chronologie du projet, là, c'est arrivé avec, l'analyse des besoins en février dernier. Donc, on a fait une grosse recension de référentiels qui existaient, dont je vais vous parler tout à l'heure. On a développé les questionnaires, on a fait des validations, on a livré les outils, on est en collecte de données. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est important. En fait, on a mis la date du 24 octobre, mais il y a une flèche de continuité, c'est toujours en cours. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires qu'on vous présente aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque étape, en fait, on n'est pas resté seulement dans le côté théorique, mais il y a eu plusieurs validations, des allers-retours avec le milieu de la pratique et les groupes cibles, en fait, qui ont été réalisés. Oui, toujours un petit délai dans le changement de diapositive. Donc, au niveau, en fait, on parle de la dimension, juste un petit rappel rapidement, là, la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment parce qu'on n'est pas parti de rien, évidemment, faut le dire, là, et vraiment loin de là. Donc, il y a 4 éléments qui sont évalués, c'est-à-dire la capacité à agir de manière éthique. Donc, c'est tout ce qui concerne la considération de la diversité sociale. Oh, j'ai parti trop loin. Économique, culturelle, philosophique, donc de voir aussi comment ça se passe au niveau des interactions. Excusez-moi. On a aussi au niveau de l'impact du numérique sur le bien-être, donc d'évaluer, de considérer comment, d'avoir conscience comment le numérique peut avoir un impact sur notre bien-être physique, psychologique également. On a au niveau des enjeux liés au numérique, donc comprendre tout ce qui concerne les renseignements personnels, l'influence des publicités sur nous. Puis, au niveau de la réflexion éthique, ben justement de porter un regard, une pensée critique sur les lois, les règlements, les droits d'auteur, par exemple. Donc, avec ces 4 éléments-là, on est vraiment en mesure de couvrir les enjeux éthiques qui sont liés au numérique. Hem, voilà. Au niveau des phases maintenant. Comment on a procédé? C'est on a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai introduit un petit peu, on a fait une analyse, en fait, de 9 référentiels à l'international. Donc, autant en Australie qui sont utilisés, Union européenne, UNESCO, par exemple. Donc, il y en a 4 parmi ceux-ci qui présentaient une progression de la maternelle jusqu'à la 12e année. On en a également 2 qui concernaient la progression de la compétence numérique du personnel enseignant. Donc, on a fait cette analyse-là, puis après ça, on est arrivé avec une synthèse des meilleures pratiques. Ensuite, au niveau de la conception, bien évidemment qu'on s'est adapté au contexte scolaire québécois. Comme je le disais, c'est vraiment le socle le plus important qui a été utilisé, c'est-à-dire le cadre de référence de la compétence numérique. Mais on a également fait, on s'est intéressé aussi au programme de formation de l'École québécoise pour regarder les domaines généraux et les compétences transversales, également le cours du culture et citoyenneté québécoise pour s'assurer que ce qui est développé comme outil quand on parle d'éthique, ben, que c'est en arrimage avec ce qui est utilisé dans notre contexte québécois. On a aussi, en fait, par la suite, créé des profils de sortie par cycle. Donc, des profils qui sont cohérents avec, comme je le disais, les cadres qui sont utilisés. Donc, pour chaque profil de sortie, ben, en fait, on le lit avec les dimensions et pour chaque élément, en fait, là, chacun des 4 éléments aux dimensions secondaires de la compétence numérique auxquelles ils peuvent être associés, la taxonomie de Bloom qui est respectée à l'intérieur de tout ça et aussi les liens avec les concepts du CCQ et du PFEQ qui sont réalisés. Tout ça a été bien évidemment validé par des conseillers conseillères pédagogiques de centres de services scolaires. Puis par la suite, lorsqu'on est arrivé avec nos V1 des outils, en fait, on est allé les valider sur le terrain au courant de l'été avec des élèves, avec du personnel enseignant. Ce que ça nous a permis, en fait, très intéressant, on avait des grilles d'évaluation, puis c'est de regarder, par exemple, un élève qui est en deuxième cycle du primaire,
ne comprend pas un concept, une question, donc on est allé avec de la reformulation, par exemple. Donc, il y a des questions qui ont été reformulées. On a ajouté l'option «je ne sais pas», par exemple. Donc, on a optimisé de cette façon-là aussi le temps de complétion du questionnaire. Maintenant, les questions, en fait, comme je le disais, il y a 5 questions, il y a 5 versions différentes, donc deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire et finalement une version pour le personnel scolaire. Dans le deuxième cycle du secondaire, là, on s'adresse également, aux élèves qui sont en formation générale des adultes et en formation, professionnelle. Donc, les questions, en fait, comment c'est formulé tout ça? C'est qu'il y a vraiment il y a des questions à choix progressifs. Donc, on va évaluer le niveau de maîtrise par rapport à chaque élément de la dimension. On va également faire des mises en situation qui sont contextualisées, donc pour évaluer la capacité d'application en contexte réel et variée, en fait, des élèves, du personnel enseignant et également des questions d'association. Donc, on va aller voir mesurer la compréhension des enjeux par rapport à cet élément-là, puis aussi la compréhension des impacts de ces enjeux-là également. Donc, selon les élèves, évidemment, bien, selon le niveau, le langage est adapté. Puis, on est allé aussi au niveau d'une une dépersonnalisation pour les mises en situation. Donc, on n'est pas dans le tu, on est vraiment à la troisième personne. C'est une mise en situation qui est dépersonnalisée pour les élèves. Au niveau du personnel enseignant également, ben, c'est des mises en situation qui sont concrètes, variées, puis on essaie de les adapter le plus possible, évidemment, au contexte professionnel du personnel enseignant. Termine avant qu'on on va commencer tranquillement la métho, c'est très théorique. Le plus concret avant qu'on aille avec qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité. Un exemple de progression des thématiques, en fait, en lien avec la protection de la vie privée. Donc, si on commence avec la reconnaissance du danger, donc une application te demande ton adresse. Ensuite, troisième cycle du primaire, on est dans les règles de base. Donc, comment protéger ta vie privée? On poursuit ensuite avec la compréhension des mécanismes. Quels sont les risques au niveau de la géolocalisation, l'accès au contact, par exemple? Ensuite, c'est l'analyse des enjeux qui sont systémiques, donc comment et pourquoi les algorithmes utilisent nos données. Puis finalement, que le personnel scolaire, ben, on est vraiment dans l'encadrement, la modélisation, donc la responsabilité qui est légale par rapport à la protection des données, par exemple. Donc ça, c'est un exemple qui a été d'utilisation. Je passe la parole maintenant à Jérémy. Merci beaucoup, Valérie. Juste une petite précision. En fait, parce que Valérie parlait du personnel scolaire, personnel enseignant, c'est vraiment dans son ensemble le personnel scolaire. Donc, le questionnaire qui est à ce niveau-là a vraiment été réfléchi, pas nécessairement spécifiquement pour la pratique enseignante, mais tout adulte là, qui est employé par un centre de service scolaire, une école, qui gravite autour d'un jeune. Je tiens à préciser aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les au fur et à mesure qu'on vous présente les choses. Il va y avoir un 10 minutes là, à la fin de notre présentation où est-ce qu'on va essayer de répondre à vos questions. Et sinon, vous aurez notre contact là, si on n'est pas capable de répondre à tout pour qu'on puisse y répondre ultérieurement. Oui, c'est bien beau toute cette méthodologie-là. On comprend toute la rigueur qu'il y a eu en arrière de la conception des différents questionnaires, de la validation des questions. Tout ça est très, très connecté aussi avec l'actualisation du cadre de référence de la compétence numérique qui a été présenté ce matin par M. Normand Roy et son équipe. Il y a un grand fil conducteur. On est aussi dans la taxonomie de Bloom. Il n'y a rien qui est déconnecté en lien avec tout ce qu'on a fait comme travaux là, de création de questionnaires pour avoir des portraits de situation. Euh, mais pourquoi c'est important, en fait, de mesurer cette dimension-là? Dimension qui, disons-le, c'est quand même centrale au niveau du référentiel de la compétence numérique, et puis qui est un peu transversale, qu'on voit un peu impacter chacune des autres dimensions, comme la dimension 2, là, qui est le technique, donc
qui se veut quand même assez central du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, pourquoi qu'on veut l'évaluer? Il y a beaucoup d'actions qui se font dans le milieu scolaire déjà. Il y a beaucoup de sensibilité puis de sensibilisation fait au niveau de l'impact du numérique dans les écoles. Puis le fait de l'évaluer, l'objectif ultime, c'est d'être capable de voir si les actions qu'on porte sont vraiment bonnes en fait pour changer puis pour aller améliorer la situation en lien avec certaines des dimensions. Puis on veut un portrait initial, on veut savoir, parce qu'on a tous une perception. Souvent, cette perception-là peut être biaisée par plusieurs éléments. Puis nous-mêmes, en tant qu'adultes qui gravitent autour des jeunes d'âge scolaire, des fois, notre perception est erronée aussi par rapport à cette perception-là. Donc, on veut identifier les forces, soit par cycle, par école. C'est un peu le besoin du centre de service scolaire qui nous a été nommé au départ. On veut aussi prioriser des défis parce que l'idée d'avoir, puis cette dimension-là de la compétence s'éclate en plusieurs éléments. Ces éléments-là s'éclatent en plusieurs thématiques. Il faut être capable après ça de se dire, ben, on veut agir sur quoi et de quelle façon. Puis on veut aussi avoir une progression développementale qui est cohérente là, tout au long du processus du jeune dans le cadre scolaire. Donc, c'est l'idée même du portrait de situation, donc de la vue d'ensemble. Puis ensuite, on veut analyser le centre de service scolaire. Ce qu'il avait besoin, c'est d'analyser entre mes écoles. Est-ce qu'une école d'un secteur plus défavorisé a les mêmes résultats, a les mêmes enjeux qu'en milieu favorisé? Est-ce que donc il y a vraiment une comparaison là, inter-école là, qui peut se faire? Aussi voir l'évolution par cycle parce que on l'a vu, la compétence numérique, c'est sur un continuum de progression. Euh, Peut-être qu'un jeune va arriver en deuxième cycle là, du primaire assez informé, mais ça continue d'évoluer cette compétence-là, cette dimension-là. Donc, peut-être qu'après ça, il va avoir une régression au prochain cycle parce que les attentes sont plus élevées, puis que c'est une dimension qui est en perpétuelle construction. Donc, on va être capable de voir si les actions qu'on pose dans notre école, dans notre centre de service scolaire, dans la classe spécifiquement, ont vraiment nous aident à atteindre le but ultime, en fait, de développer cette dimension-là à son plein potentiel. Puis, ce que le centre de service scolaire voulait aussi, c'est ne pas avoir un chiffrier Excel ou quelque chose d'indigeste qui est difficile à lire et difficile à présenter à l'ensemble de son personnel scolaire. Donc, on a travaillé, nos questionnaires sont en ligne et puis on fait une interprétation graphique pour être capable d'avoir une bonne lecture rapidement des éléments qu'on a priorisés pour être capable ensuite de se gouverner. Des indicateurs clés, on s'est donné des indicateurs clés parce que, comme j'ai dit, c'est très gros, une dimension comme ça, quand on se met à la découper puis à l'analyser, surtout au regard des différents référentiels qui existent à l'international. Donc, l'élément 1, puis je ne reviendrai pas sur tous ces éléments-là spécifiquement parce que Valérie les a dit d'entrée de jeu, mais la capacité à agir de manière éthique, ben, on a nommé des thématiques qu'on voulait évaluer, grosso modo, de façon dans le continuum. Donc, l'identifier et appliquer les règles et les respects en ligne, adapter son comportement au contexte numérique varié. Donc, puis après ça, jusqu'à l'élément 2 qui est un impact du numérique sur son bien-être. Donc, toutes les répercussions physiques et psychologiques que peut entraîner l'utilisation du numérique à petite dose, à grande dose. Puis on l'a vu avec le rapport de l'impact des écrans sur les jeunes. Ces impacts-là psychologiques et physiques sont présents, sont documentés. Donc, on veut beaucoup travailler sur cet élément-là aussi. Ensuite, l'enjeu lié au numérique, donc une réflexion un petit peu plus critique, donc la pensée critique qui est évaluée à ce moment-là, puis la réflexion éthique, donc qui sont les réflexions éthiques, puis prendre position sur le continuum. Comparaison. Donc là, comme l'a dit Valérie, on est à la première étape là, que les données commencent à rentrer. En fait, là, on n'a pas fait une analyse là, exhaustive des résultats. On voulait juste vous présenter rapidement ça peut ressembler à quoi, puis jusqu'où peut-être on peut aller dans la présentation des résultats. On a à peu près, si je ne me trompe pas, présentement 1300 étudiants et membres du personnel scolaire qui ont complété dans le centre de service scolaire Lac-Saint-Jean les différents questionnaires. On a ici une comparaison des
scores de Lobo, deuxième cycle du primaire, troisième cycle du primaire, deuxième cycle du secondaire, parce que c'était les éléments qu'on a recueillis jusqu'à présent, des éléments qu'on a recueillis jusqu'à présent. Et puis, on voit là une disparité entre les différents cycles. On voit qu'au deuxième cycle, de façon globale, on a une polarisation. En fait, on a autant de jeunes qui sont au niveau débutant, donc qui ont une connaissance très, très faible, qui auraient besoin d'un accompagnement de proximité, versus l'autre moitié, en fait, qui est avancée, donc qui arrive à cette étape-là avec une bonne maîtrise et une bonne connaissance de l'ensemble des éléments de cette dimension-là. Il y a un très faible pourcentage qui sont dans l'intermédiaire. Troisième cycle du primaire, on continue, c'est très polarisé aussi. Puis on a même une certaine régression en lien avec comment le jeune aurait dû évoluer de façon logique dans cette dimension-là, où est-ce que on a beaucoup, en fait, on a plus là, de jeunes qui sont au niveau débutant. Et quand on arrive au secondaire, il y a plus de nuances un petit peu. On a des jeunes qui sont informés, qui comprennent de façon plus critique cette dimension-là, qui s'en vont plus justement vers l'autre spectre de la taxonomie de Bloom, là, qui sont capables de l'analyser, même de créer avec au niveau de cette dimension-là. Et puis, on a plus d'intermédiaires, donc il y a une nuance. Et puis, il y a moins de jeunes. Donc, c'est le genre de portrait qui, à première vue, peut nous donner une vue d'ensemble par cycle. Et le personnel scolaire qui va se joindre à ça pour après ça aller creuser un petit peu plus loin. Donc, s'il y a des choses qu'on veut aller creuser, ben, on peut. Nécessairement, ben, on le dit, on se base sur 4 éléments pour évaluer cette dimension-là. Donc, on peut aller le décortiquer par la suite par élément de façon globale. Donc, on le fait de façon générale pour les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, une répartition vraiment par cycle, donc deuxième cycle, troisième cycle et deuxième cycle du secondaire, et puis par éléments qui sont évalués. Donc, on peut aller faire des comparaisons pour avoir une meilleure lecture. Mais je n'irai pas dans le détail, ce n'est pas votre centre de service scolaire et ce portrait-là sera présenté au centre de service scolaire Lac-Saint-Jean quand on aura toutes les données. On peut faire aussi une comparaison entre écoles. Ce portrait-là, école A, l'école B, l'école C, nous montre quand même, pour un même cycle, qui est le troisième cycle du primaire, une disparité entre cette dimension-là de la compétence numérique. Donc, on a deux milieux qui ont des jeunes beaucoup plus d'ordre débutant. Puis, on a une école qui a beaucoup d'intermédiaires et d'avancées et aucun débutant dans ses rangs. Bon, ça nous porte à nous poser la question, oui, mais pourquoi? Est-ce que l'école, à ce moment-là, met déjà des choses en pratique qui agit favorablement sur cette dimension-là? Est-ce que c'est le milieu socio-économique? Est-ce que donc on va pouvoir recouper ça aussi avec d'autres données pour aller vraiment creuser plus en profondeur cette disparité-là? Et puis, si c'est vraiment des pratiques de l'école, ben, ça peut devenir inspirant pour d'autres écoles. Puis après ça, prendre ces cas de figure-là, puis essayer de faire un transfert envers les autres établissements scolaires aussi, si c'est vraiment des pratiques scolaires qui amènent à ces résultats-là. Une autre façon de le représenter, encore là, comparer des écoles en lien avec chacune des dimensions. Je vais aller vite parce que le temps file, mais là, c'est beau, on a un portrait, donc on pourrait s'arrêter là. Ce n'est pas notre intention. Au Collab, on travaille beaucoup des projets, oui, de dresser le portrait, mais on veut aussi mettre des plans d'action en place et puis après ça, suivre ces actions-là pour les évaluer et voir si c'est des actions qui sont probables. Donc, présentement, avec le centre de services scolaires, ce qu'on a fait, ben là, on est en plein diagnostic. En fait, les données continuent à rentrer. On va avoir le portrait initial complété d'ici mi-novembre à peu près. Puis, on va être capable, avec le centre de services scolaires, avec le comité tactique là, qui s'est créé autour entre autres, de cette dimension-là, mais de la compétence numérique un petit peu plus large, puis de l'impact des écrans sur les jeunes, ben, on va prioriser des actions à mettre en place. Après ça, ben, on va accompagner dans la planification, l'intervention, et puis l'idée de l'outil, puisqu'il se complète quand même de façon assez rapide et en ligne. On va refaire passer une évaluation. Là, on marque mesure d'impact là, en juin 2026. Peut-être que ça sera à chaque début d'année scolaire. On n'a pas encore statué sur le moment où est-ce qu'on allait évaluer, mais on pourra, après ça, faire des comparatifs entre années, entre jeunes qui passent d'un cycle à un autre cycle, etc., puis voir si nos actions ont réellement un impact
sur ce sur quoi on voulait avoir un impact, c'est-à-dire la dimension et les 4 éléments qui la composent. Plan d'action type, c'est très, très hypothétique ce que je vous présente là parce qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là, mais c'est un peu où est-ce qu'on veut aller. Si, par exemple, les données révèlent un défi de vérification de source, parce qu'on est capable d'y aller par thématique aussi dans l'analyse des résultats, donc on va être capable de le voir, ben, on pourrait, par exemple, mettre en place de la formation du personnel en lien avec la validation des sources. Il y a des ressources éducatives numériques aussi en lien avec le CCQ qui ont été créées. Entre autres, Collab, on a créé Savoir dans l'espace numérique au niveau du primaire. Donc, c'est quoi une information, c'est quoi une source d'information, comment reconnaître une vraie information d'une fausse, etc. Donc, il y a déjà beaucoup d'outils pédagogiques qui existent. Donc, on pourrait par exemple, dans une école qui sort un petit peu moins fort en lien avec la vérification des sources, mettre plus d'emphase sur le cours de CCQ avec ce contenu pédagogique-là, puis après ça, évaluer si vraiment ça a un impact positif. On travaille aussi le lab médiatique au niveau du collège d'Alma. C'est un projet qui place les étudiants de tout secteur confondu en posture de création de contenu journalistique. Donc, ils se sensibilisent et ils se forment à toute cette démarche de recherche d'informations-là, validation des sources, création de contenu fiable. Donc, c'est un projet qui, présentement, on est en train de vouloir, en fait, l'adapter au niveau secondaire. Donc, on voudrait faire un lab médiatique qui serait disponible au secondaire possiblement intégré dans le cours de citoyenneté québécoise. Donc, c'est encore là un projet qui pourrait venir s'insérer dans les cours, puis après ça, qui pourrait être évalué avec tout outil d'évaluation. Bon, un autre exemple, si les données montrent de l'anxiété numérique, ben, il y a plusieurs choses qui existent. Là, puis là c'est très, très succinct, là, mais on pourrait faire la promotion de pause numérique. Donc, avec la journée sans écran, le 24 heures sans écran, ça pourrait être une grosse sensibilisation au niveau de l'école ou du centre de service scolaire, faire des campagnes de sensibilisation par rapport aux répercussions du numérique sur sa santé physique et psychologique, développer de la formation pour les parents et les élèves. En tout cas, vous aurez compris un petit peu là, où est-ce que je veux aller avec tout ça. Et puis, si le personnel se sent un peu outillé, ben, on peut créer une communauté de pratique, un répertoire de ressources, du mentorat par les pairs, etc. Donc, on veut vraiment avoir de la donnée granulaire qui va nous permettre vraiment de spécifiquement aller adapter des actions par école, par cycle, et puis peut-être faire un regroupement d'écoles qui ont les mêmes problématiques, mais après ça, travailler avec les équipes écoles là, pour mettre ces choses-là en place. Je crois que j'ai cliqué sur reculer avant de cliquer sur avancer. Donc, ça se peut qu'on ait un petit problème de rapidité de changer de slide. Notre offre de service, que vous compreniez un petit peu qui on est, où est-ce qu'on veut se positionner. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Premièrement, vous l'aurez compris, là, toute la question de l'évaluation, questionnaire, dimension agérétique, il est créé. On a déjà fait tout ce travail-là avec le Centre des services scolaires Lac-Saint-Jean. Donc, toute cette base de connaissances-là, puis cet outil de collecte de données-là, il est fait. On a configurer une plateforme aussi pour aller collecter la donnée avec des codes QR, que c'est super simple. Présentement, ça va super bien, la recension. Dans le cadre du projet avec le centre de services scolaires, c'est facile d'utilisation. On peut fournir des portraits et des analyses des résultats qui vont rentrer. Puis une présentation du portrait pour un centre de service scolaire qui voudrait faire la démarche avec nous, ben on pourrait faire une présentation webinaire qui pourrait être utilisée après ça ou rediffusée à l'ensemble de son personnel scolaire. Ensuite, transformation, donc passer d'un portrait à vraiment à un plan d'action, évaluation des actions, et puis un accompagnement un peu plus personnalisé là, de mise en place d'actions ou de projets qui ont été soit développés par Collab dans le passé, soit recréer des nouveaux parcours ou contenus pédagogiques et ou utiliser ce qui existe aussi, faire une recension de ce qui existe, puis qu'est-ce qui pourrait être pertinent selon les dimensions, les éléments à vouloir travailler. Et puis, un tableau de bord, fournir un tableau de bord évolutif qui, année après année, nous permet d'avoir un indicateur de performance de cette dimension-là. Puis pour aller plus loin, mais clairement, Collab, on veut pas s'arrêter là. Il y a 12 dimensions, c'en est une, où elle est transversale, où elle est centrale, mais il y en a d'autres, notamment tout ce qui est les habiletés techniques, qui est un enjeu qu'on entend aussi beaucoup, beaucoup, surtout en lien avec les transitions interordres, les transitions scolaires.
où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent au collégial ou à l'université n'ayant pas nécessairement les acquis technologiques pour être capable de bien performer, ce qui a un impact sur la persévérance scolaire et les résultats scolaires aussi. Donc, c'est pour nous quelque chose que le milieu nous dit beaucoup, que probablement on va se positionner aussi à aller évaluer et développer des choses pour développer cette autre dimension-là, qui est la deuxième, qui est au centre là, du référentiel de la compétence numérique. Et puis notre vision, notre vœu pieux, clairement, présentement, on travaille avec le centre de services scolaires. On aimerait avoir d'autres centres de services scolaires qui veulent travailler avec nous, qui veulent expérimenter cet outil-là pour qu'on puisse encore faire une itération puis aller encore plus loin, puis avoir plus de données. Pour 2026-2027, avoir on aimerait ça avoir 10 centres de services scolaires là, qui ont collaboré avec nous et éventuellement avoir un observatoire québécois sur la citoyenneté numérique qui devient très, très central. Puis peut-être même avec une certification d'excellence numérique, de citoyen excellent numérique, peu importe, de créer quelque chose qui va aller donner de la crédibilité aux écoles, puis en fait reconnaître les écoles qui embarquent dans ce mouvement-là. Juste avant que tu poursuives Oui, avec cette slide-là, je veux juste dire le commentaire. Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le temps de de les noter. Là, on va pouvoir les traiter avant la fin de la présentation. Je te laisse. merci Valérie. Passer à l'action, comment débuter? Donc, n'hésitez pas, nos travaux, on n'est pas avare de ce qu'on a fait puis de comment on le fait. On veut vous rencontrer, on veut rencontrer les milieux, on veut discuter, en fait, voir le besoin. Est-ce que ce besoin-là du Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean est un besoin qui est partagé, qui est important pour un nombre X de centres de services scolaires? On va identifier les priorités, puis on va vous faire une proposition personnalisée là, pour vous accompagner là, dans la mise en place, soit de l'évaluation et le plan d'action en lien avec cette dimension-là et ou autres dimensions de la compétence. Ça fait pas mal le tour. Nos coordonnées sont là. Je crois que notre présentation va être disponible aussi pour l'ensemble des gens qui étaient présents. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que Valérie, tu avais des. C'était pas un marathon, là, c'était un sprint. Valérie, C'était est-ce que un tu as des sprint. questions dans le Il n'y a chat? pas de questions actuellement, mais Ben, pose-moi-en une, Valérie. ben, Vas-y. je vais t'en poser une. Vas-y, Valérie. À quoi ça ressemble les profils de sortie concrètement? Hey, tu me poses une colle en plus. Non, c'est pas vrai. En fait, les profils de sortie, on a vraiment travaillé par cycle. Et puis, euh, grosso modo, si on peut en regarder un rapidement, là, c'est le temps qui me fait peur parce que tu viens d'ouvrir toute une boîte. Là, on pourrait en parler, on pourrait faire une présentation de 2 heures juste sur les Mhm. profils de sortie. Quand on regarde la capacité agir éthique en matière d'agir de manière éthique, excuse-moi, ben on a fait le profil de sortie au niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé, Mhm. toujours en suivant la taxonomie de Bloom. Euh, Rapidement, comme exemple, profil de sortie général de niveau débutant au deuxième cycle du primaire, on parle que l'élève prend conscience qu'il existe différentes personnes et groupes dans l'espace numérique, ce qui est quand même de base. Il est encore en train d'apprendre que ces actions numériques peuvent avoir un impact sur les autres. À ce moment-là de la vie, on comprend que nos impacts tout court en tant qu'humain a des impacts sur les autres. Donc là, c'est de prendre conscience que sur le numérique, c'est la même affaire que ton ami en classe. Il commence à comprendre aussi que les normes sociales et éthiques de la vie réelle s'appliquent également dans l'environnement numérique. Puis si on va vers un niveau avancé, ben, il comprend que les normes sociales et éthiques de la vie réelle s'appliquent également dans l'environnement numérique. Donc, il y a vraiment tout cet esprit de continuum-là qu'on a réussi après ça à avoir un certain seuil. Puis on voulait fournir au centre de services scolaires des niveaux quand même, parce que je sais que le nouveau cadre de référence de la compétence numérique, c'est une progression et on ne parle plus de débutant, intermédiaire, avancé. On a quand même fait l'exercice, nous, de notre côté, à avoir un certain seuil où est-ce qu'on se dit, ben, Mhm. à partir de ce moment-là, on est débutant, ici on est intermédiaire, puis ici on est avancé, pour avoir une vision un petit peu plus globale quand on reçoit le diagnostic aussi, et un peu plus facile en fait à lire en tant qu'intervenant ou personne qui n'est pas nécessairement issu du monde de la recherche. C'était ta question, Valérie. C'était toute C'était qu'une ma question. question. C'était toute qu'une question. Je vais aussi laisser le temps aux questions, mais il ne semble pas avoir. Je pense que ça a été assez
assez clair. Donc, on peut peut-être conclure de cette façon-là en disant que si jamais vous souhaitez avoir peut-être, tu sais, on a moins d'interaction un petit peu, mais si jamais vous souhaitez avoir plus de détails sur le projet, si ça vous intéresse d'en apprendre, ben vous avez nos adresses courriels, donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire un très grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.